Est-ce qu'Essilor est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va essayer d'analyser ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste français de l'optique et des montures, hein, depuis la fusion avec Luxottica. Alors, sur le cours de l'action, donc on est quasiment au plus haut. Le plus haut, c'était 290 €. On est à 263. La publication de la semaine a été bien reçue, donc le cours, est en hausse. Donc ça, c'est plutôt bon aussi. Maintenant, on va voir ce qu'il en est au niveau des chiffres. Alors, médiane de croissance du chiffre d'affaires sur, Essilor, c'est 15,3. C'est fort, hein, comme croissance, hein, quand même. On est sur, une accélération depuis donc le point bas a été touché en juin 2024 à 1,9, et là, ça réaccélère, hein. On est à 5,5, très bien. Alors, c'est maintenant un peu plus de la croissance externe, hein. On a un tiers de la market cap qui vient des acquisitions. Donc, voilà, on booste cette croissance globale avec, des acquisitions, ce qui a du sens, hein, vu le stade de l'entreprise. On est sur une entreprise qui est maintenant mature, enfin, en tout cas, un secteur d'activité qui est mature et ce qui se consolide de plus en plus. Donc, c'est plutôt positif ici. Accélération de la croissance. Alors, maintenant, les taux de marge. Taux de marge en hausse. En tout cas, le taux de marge brut est en hausse. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir. On est passé, ouais, de 59 à 62, donc soit au-dessus de 60 d'après, c'est une règle une heuristique de Warren Buffett. Au-dessus de 60, on est sur une, un avantage concurrentiel. Donc là, Essilor, de toute façon leader mondial, ultra bien positionné, bien sûr. Donc taux de marge brut au-dessus de 60, ça a augmenté de 10 ans, donc il y a du pricing power sur, chez Essilor, hein, ça c'est indéniable. Taux de marge d'EBITDA, lui, il est en baisse par rapport à 10 ans. Il y a 10 ans, donc on est sur, en dessous de la médiane, bon légèrement en dessous, rien d'inquiétant, mais ça montre aussi qu'il y a une dégradation de l'efficience opérationnelle, hein. Donc, à garder en tête. Bon, ça reste très élevé comme rentabilité opérationnelle, comme marge opérationnelle. Le taux de marge net, lui, tu as eu 8,8, pareil, on est en dessous du taux d'il y a 10 ans, donc c'est un petit peu baissé. Bon, à l'heure actuelle, c'est 8,8 contre une médiane de 8,9. Bon, il y a pas d'inquiétude à avoir non plus, et les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, ça se voit ici, avec une marge de free cash flow à 12,3, donc très bien. C'est un business évidemment comme il est mature, on va pas réinjecter tous les cash flows dans l'activité, on peut, dégager des free cash flows qu'on va rendre ensuite, aux actionnaires. Bien, donc le taux de marge montre que c'est, on va dire, correct et silent. Je suis pas impressionné, mais c'est correct quand même. Ensuite, conversion des bénéfices nets en free cash flow, hop, on est sur un cumul de free cash flow bien plus élevé que le cumul des bénéfices nets sur 10 ans, donc très bien. D'où est-ce que ça vient? On est sur un BFR qui est négatif de 1,530 milliard. Donc ça, c'est dommage. L'entreprise, elle a normalement du pouvoir, hein, dans la chaîne de valeur pour imposer ses délais de paiement aux clients et les imposer aussi à ses fournisseurs. Donc bon, bah, là, ça montre qu'en fait non, elle doit payer ses clients avant de payer elle est payée par ses clients après avoir payé ses fournisseurs, malheureusement. Ou alors, il y a aussi le coût des stocks, hein, qui rentre dans le BFR. Donc ça se dégrade. Est-ce que ça va continuer longtemps? Ouais. Alors que là, on est parti sur, depuis, juin 2022 sur une dégradation continue du BFR, hein. Donc, là-dessus, il faut aller vérifier ce qui se passe, hein, pourquoi on est dans cette situation-là. C'est pas optimal. Ça veut dire donc quand vous avez un BFR positif, ça veut dire que l'entreprise doit injecter du cash pour les opérations, au quotidien, hein, pour, faire tourner les opérations, hein. Donc, acheter des stocks, hem, payer les salaires et cetera. Donc, tout ça, ça a un impact malheureusement sur la trésorerie. Alors ensuite, on va aller regarder la dépense en capital, les dépréciations et amortissements. Hop. Donc on est sur à peu près une équivalence, un peu moins de dépenses en capital que de dépréciation amortissement. Et si on regarde les other non-cash items, donc je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, il faut aller voir dans les tableaux de trésorerie, on en a pour 3,7 milliards. Donc vous avez quand même, voilà, une entreprise qui est plutôt en rétractation, hein. C'est-à-dire que si vos capex sont inférieurs aux dépréciations amortissements, vous ne maintenez pas l'appareil productif. Donc vu qu'ils font de la croissance externe beaucoup maintenant, je pense que c'est pas très grave qu'ils arrêtent de faire de la croissance, organique en réalité, puisqu'il y a plus de croissance organique. Donc ils vont faire plutôt maintenant des fusions-acquisitions, hein, pour la croissance, et ça se voit dans la dépense en capital. Bon, là, vous avez pas l'explication de pourquoi les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, hein, puisque cet écart-là, il ne se retrouve pas ici. Donc soit c'est un problème du logiciel, hein, ça c'est une hypothèse à pas écarter, soit il faut aller voir dans les tableaux de trésorerie de l'entreprise pour comprendre ce qui se passe. Donc à choisir, et vous mieux utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets pour valoriser l'entreprise. Et moi j'utilise de toute façon
principalement la valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors, le rendement des capitaux investis, donc ça c'est la rentabilité opérationnelle. C'est ça le problème avec, que j'ai avec Essilor, c'est que la rentabilité opérationnelle, donc bien sûr ça, une nouvelle fois, c'est calculé par le logiciel, il faut retraiter et cetera. Mais si on prend cette valeur, telle qu'elle est affichée ici, c'est pas incroyable et si on regarde le rendement des fonds propres, c'est pas non plus incroyable de mémoire. Donc, on n'est pas sur des entreprises très rentables, hein. 6,4 de rendement des fonds propres, c'est pas exceptionnel, hein. C'est pour ça que moi je suis plutôt à l'écart d'Essilor. Je trouve que c'est pas si qualitatif en fait, bon, c'est, donc comme l'aime à le rappeler, Xavier Fontanet, ancien PDG d'Essilor, hein, il a quitté en 2013 et il fait des émissions sur BFM Stratégique, je vous recommande, hein, très intéressantes. C'est très intensif, c'est très, très intensif en capital, l'optique, hein, donc c'est des grosses machines, donc il faut investir constamment. Donc c'est aussi pour ça que le rendement des capitaux investis est faible, hein. Il y a pas de miracle. Bon, alors on va aller regarder maintenant l'endettement. Donc alors il faut retraiter s'il y a des loyers, hein, dans la dette nette des Silents, hein. Il y a peut-être de l'IFRS 16, ce sont des obligations locatives. Pour moi, ce n'est pas une dette, c'est plutôt une dépense opérationnelle. Bon, si on prend la valeur qui est affichée ici par, le logiciel, on est, un peu moins de 2 fois l'EBITDA en endettement. C'est pas très lourd, c'est pas trop lourd, on va dire, c'est un peu lourd, mais, c'est pas un problème. Comme, en plus c'est un métier qui est très peu risqué, peu volatile, ils ont des taux d'intérêt qui sont plutôt attractifs, hein, les opticiens, donc, enfin les producteurs de verres, optiques. Donc, pas un souci là-dessus. Pareil, c'est 4 fois, un peu moins de 4 fois les free cash flow, donc il y a pas de souci sur l'endettement. Si on regarde maintenant le dividende et enfin la rémunération d'actionnaire, donc dividende et les actions en circulation, hop. Alors, on a 547 millions d'euros de dividendes contre des free cash flow de 3,4 milliards. Donc, 1er constat, ils sont pas très généreux, hein, puisque on est à 1/6, 1/7 des free cash flow versés en dividendes. Ça pourrait être quand même, augmenté nettement. En fait, précédemment, ils ont versé du 1,2 milliard, ce qui me semble plus généreux. Donc là, actuellement, ça te donne un rendement qui est samedi, tiens, 1 et il y a pas de rachat d'actions. Alors, quand on regarde maintenant la valorisation, où est-ce qu'on se situe sur Essilor? Eh bien, on se situe, sur quelque chose qui est un peu élevé. Donc la médiane, c'est 16,3. 16,3, c'est déjà pas donné, hein, mais après c'est un métier qui est peu risqué, qui a quand même une croissance élevée, hein, vu qu'ils sont dans les pays émergents, enfin relativement élevée. Il y a de la croissance à aller chercher en Inde, alors en Chine peut-être moins maintenant, mais dans les pays, en Afrique et cetera, donc ils ont de la croissance à aller chercher, donc et là on voit que la croissance est en train de réaccélérer, donc c'est ce qui peut justifier des multiples, aussi élevés. Toutefois, là on arrive à 20 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ce qui me semble quand même, relativement élevé. Si on prend les prévisions de croissance, c'est-à-dire qu'on prend la valeur d'entreprise sur EBITDA sur les 12 prochains mois, c'est-à-dire qu'on prend un EBITDA des 12 prochains mois, on a 18 contre une médiane de 14,8. C'est pas incroyable, hein. On est chèrement payé quand même, hein, sur Essilor, hein. Constat, donc conclusion, ça c'est mon constat et la conclusion, c'est que je pense qu'il y a un peu de spéculation, hein, sur Essilor et donc il y a les partenariats avec Meta, donc c'est la technologie, c'est le futur et cetera. Très bien, mais on n'investit pas à n'importe quel prix. Donc, vu que la croissance est en train d'accélérer, on peut se dire que même enfin, si elle est à un niveau plus élevé, cette croissance, on peut investir à ce prix-là. Mais si vous investissez à ce prix-là, vous vous exposez à des déconvenues, surtout si vous investissez à court terme. Donc, il faut aller sur Essilor si on veut y aller pour le long terme, voire le très long terme, hein. Il faut y aller pour peut-être 10 ans. Parce que en cas de mauvaise publication, le multiple se dégonfle très rapidement, donc si elle a des croissances, vous allez souffrir. Là, actuellement, on est sur un bon trend de croissance, donc le multiple commence à se regonfler. Moi, il me paraît un petit peu élevé. On peut acheter à ce prix-là, mais ça ne peut être que pour le très long terme. J'espère que cette analyse vous a intéressé. C'est qu'à mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.